Qu'est-ce que la pédagogie? L'objectif de ce thème est de pouvoir expliquer et exemplifier des termes comme pédagogie, didactique, sciences de l'éducation, triangle pédagogique et alignement pédagogique. Qu'est-ce que la pédagogie? L'origine du mot pédagogie vient du grec pédagogia, qui se décompose en deux termes, paidos, qui veut dire l'enfant, et le verbe ago, qui signifie conduire, mener, accompagner. La pédagogie est donc à l'origine le fait d'accompagner et de guider un enfant. Dans l'Antiquité, lorsque ce terme a été inventé, le pédagogue était entre guillemets un esclave. La personne qui, dans la famille, était dédiée à s'occuper de l'éducation des enfants. Ce terme d'esclave est un peu ambivalent, car seules les familles riches pouvaient avoir un esclave. Elles étaient les seules à pouvoir se permettre d'avoir quelqu'un qui s'occupe de l'éducation de leurs enfants. La pédagogie était donc plutôt destinée à des gens qui avaient une certaine aisance. Si nous faisons le lien avec ce qui existe aujourd'hui, nous pouvons dire que les sociétés dans lesquelles la pédagogie, l'éducation et l'école sont les plus développées sont des sociétés qui sont généralement assez riches. Et que dans les sociétés moins riches, l'éducation est parfois le parent pauvre de la société. C'est une forme de démonstration de la société que de développer au mieux tout ce qui touche à la formation de tout à chacun. Aujourd'hui, lorsque l'on parle de pédagogie, nous parlons de deux choses. D'une part, on parle de méthodes et de pratiques d'enseignement et d'éducation. Comment faire apprendre? Comment connaître les principes d'apprentissage qui sont les plus efficaces? D'autre part, on parle des qualités qui permettent de transmettre ce savoir, de faire comprendre aux gens ce dont il s'agit, mais également une manière d'exprimer des choses pour qu'elles soient plus compréhensibles par les uns et par les autres. Intéressons-nous maintenant de plus près aux sciences de l'éducation. Au début du XXe siècle, on utilisait le concept de la science de l'éducation pour désigner la pédagogie. Aujourd'hui, l'expression s'emploie au pluriel. On parle des sciences de l'éducation. Elles désignent l'étude des différents aspects de l'éducation. Elles font appel à diverses disciplines issues des sciences humaines, telles que la sociologie, la psychologie, l'économie, etc. La sociologie montre que le milieu de vie influence l'apprentissage. Une vie différente mène à un apprentissage différent. Elle nous permet par exemple de comprendre ce qui se passe dans la société et en quoi cela peut nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe au niveau de l'éducation. Nous savons que dans la population, nous n'avons pas tous le même niveau social et que ce niveau social peut être déterminant de certaines manières dont l'éducation va être appréhendée dans les familles qui sont plus ou moins aisées, et donc en fonction de son niveau social. C'est important pour l'enseignant de pouvoir le comprendre de façon à ce qu'il puisse en tenir compte. Le terme « égalité », qui arbore les frontons des établissements scolaires français, est l'un des objectifs de l'enseignement. Mais est-ce que l'école essaye d'être égalitaire? Est-ce qu'elle essaye de fournir à tous les mêmes chances? L'école est justement là pour éviter une trop grande discordance dans la société, qui serait liée à des conditions sociales qui ne seraient pas optimales. La psychologie permet de mieux comprendre la personne et de favoriser l'apprentissage. Il est vrai qu'aujourd'hui, il est nécessaire de comprendre ce qui se passe psychologiquement dans la tête de quelqu'un qui apprend. Il existe toute une série de domaines, dont la psychologie des apprentissages, qui permet de comprendre ce qui se passe lorsque l'on apprend. Nous savons par exemple que la motivation est fondamentale. C'est un principe qui s'inscrit dans le domaine de la psychologie. C'est une manière d'être qui va faire qu'à un moment donné, on ait envie de s'investir par rapport à un contenu, à un cours ou une thématique donnée. Il faut essayer de comprendre cette motivation, ces mécanismes, comment la maintenir, comment la développer. Ensuite, il y a l'économie, qui influence également l'éducation. Comment nos écoles sont-elles financées? Comment peut-on financer
la manière dont les enseignants sont payés. L'économie a donc un impact non négligeable sur les décisions politiques qui impactent l'éducation. Prenons par exemple la réforme sur la formation initiale des enseignants. La Belgique et Chypre sont les 2 seuls pays européens pour lesquels les enseignants du maternel, primaire et secondaire inférieur n'ont pas de formation universitaire. La modification du nombre d'années d'études aura un impact sur les finances, car les enseignants devraient voir leur barème augmenter. Ce qui pose actuellement problème en Fédération Wallonie-Bruxelles, qui éprouverait des difficultés pour payer les enseignants. La philosophie, elle, concerne la réflexion sur la manière d'être aujourd'hui dans l'éducation. Pour Kant, il existe une éducation unique qui convient à tout homme, quelles que soient ses conditions historiques et sociales. D'autres auteurs se sont depuis longtemps penchés sur les systèmes sociaux et sur la manière dont ces systèmes éducatifs se sont penchés sur les systèmes sociaux. Chaque peuple a ses propres besoins qui varient en fonction des conditions sociales. Ainsi, chacun a son éducation qui lui est propre et qui peut servir à le définir au même titre que son organisation morale, politique et religieuse. Il y a ensuite la biologie qui nous permet actuellement d'analyser notre cerveau à l'aide de l'imagerie médicale pour aller voir ce qui se passe lorsque l'on apprend. Plusieurs éléments ont pu être mis en évidence, comme par exemple l'apprentissage de la lecture, qui passe par certaines étapes dans notre cerveau, qui sont des étapes biologiques naturelles. Une problématique assez fréquemment évoquée est celle des enfants atteints de troubles de l'attention. Ces enfants ne sont pas forcément des enfants inattentifs. Ce sont leurs connexions biologiques qui ne se font pas naturellement. La biologie permet donc de comprendre ce qu'il se passe pour ces enfants et de leur proposer une médication. Il existe bien sûr des réticences à l'utilisation de cette médication. Mais en réfléchissant bien, lorsqu'une personne a un problème de vue, la myopie par exemple, celle-ci portera des lunettes pour combler sa déficience. Il devrait en être de même pour les élèves porteurs de troubles de l'attention. Évoquons aussi une sous-branche de la biologie, les neurosciences. Ce domaine propose de comprendre les processus mentaux sous-jacents de l'éducation. Selon Meunier, l'étude des neurosciences permet, premièrement, d'identifier les fonctions cognitives liées à l'apprentissage. Deuxièmement, de déterminer les aides nécessaires en fonction des troubles d'apprentissage. Et troisièmement, d'orienter les pédagogies. Les enfants ayant des troubles de l'apprentissage, anciennement appelés 10, n'ont pas tous les mêmes caractéristiques. Nous pouvons donc leur apporter des réponses qui sont spécifiques au niveau pédagogique. Maintenant que nous avons vu à quoi correspond la pédagogie, nous allons nous intéresser à la didactique. Qu'est-ce que la didactique? Le terme didactique vient du grec ancien didaktikos, qui signifie doué pour l'enseignement, et qui est dérivé du verbe didasko, qui veut dire enseigner, instruire. Ce que l'on voit dans la didactique, c'est plutôt le propre de l'enseignant. Un enseignant didactique est un enseignant qui arrive à rendre simple quelque chose qui est complexe. Il est doué pour l'enseignement car il va simplifier la manière de faire comprendre un phénomène qui peut être complexe. Il existe plusieurs domaines dans la didactique. Tout d'abord la didactique générale qui est adaptée à tous les contenus. Et ensuite la didactique spécialisée ou disciplinaire relevant d'une discipline particulière. Ce terme didactique recouvre des réalités qui sont souvent très diversifiées. Ce que l'on appelle la didactique générale correspond aux principes qui permettent à un enseignant de rendre plus simple quelque chose de complexe. En ce qui concerne la spécialisation, nous pouvons prendre l'exemple suivant. Prenons la méthode de protection des métaux par le zinc en Belgique. Il existe bien sûr des spécialistes. Pour expliquer cela à des étudiants, il existe des manuels sur le sujet. Mais vous ne parlez pas à des étudiants qui apprennent comme un expert à un autre expert.
Cela correspond à la didactique générale, le fait de transposer une complexité de la réalité en quelque chose qui est rendu accessible à ceux qui doivent l'apprendre. À côté de la didactique générale, adaptée à tous les contenus, nous avons la didactique spécifique. La didactique des mathématiques, la didactique de la langue française, la didactique des sciences. Et pour chacun de ces domaines, il existe une forme de spécialisation. En effet, le français ne s'enseigne pas comme les mathématiques. Il est donc nécessaire que les didacticiens s'interrogent sur ce qui est spécifique au savoir à enseigner. Avoir un langage particulier, amener les contenus différemment. En mathématiques, on essaye de faire vivre l'expérience par les apprenants avant de théoriser, alors que dans la didactique des langues étrangères, on préférera mettre en immersion celui qui doit apprendre une autre langue. Ce n'est pas la même didactique, mais cela permet à ceux qui doivent apprendre de pouvoir le faire avec un processus qui leur est adapté. Intéressons-nous maintenant au triangle pédagogique ainsi qu'au levier didactique. Qu'est-ce que le triangle pédagogique? On parle de triangle pédagogique pour représenter les trois pôles essentiels de toute situation d'enseignement ou d'apprentissage. Les savoirs à faire apprendre, les élèves et l'enseignant. Dans cette relation pédagogique, nous retrouvons l'élève, celui qui apprend, avec l'enseignant, celui qui l'aide à apprendre, et l'objet de ce qu'ils font ensemble correspond au savoir. Dans cette représentation, nous pouvons voir apparaître trois processus. Du côté de la relation savoir-enseignant, le processus enseigné, qui désigne l'enseignement et le travail didactique de gestion de l'information. Du côté de la relation enseignant-élève, le processus formé, qui désigne la pédagogie. Et du côté de la relation élève-savoir, le processus apprendre, qui désigne l'apprentissage. Il existe plusieurs adaptations de ce triangle pédagogique, chacune avec une touche particulière. Mais on relie toujours l'enseignant, le savoir et l'élève. Chevalard le définit autrement avec le triangle didactique. La didactique générale est au cœur de ce triangle car elle analyse toutes les relations entre les différents pôles. Et il définit trois types de relations entre l'enseignant, l'élève et le savoir. La relation curriculaire est celle qui se réfère aux relations entre l'enseignant et le contenu. Lorsque l'on fait un curriculum, on fait une liste, comme dans un curriculum vitae. Quand on établit un programme d'enseignement, on définit un curriculum de formation. C'est un terme consacré qui relie l'enseignant et le savoir. Comment articule-t-on les savoirs les uns par rapport aux autres, de façon à ce qu'il puisse y avoir des séquences, une logique de progression? Ensuite, nous avons la relation d'apprentissage qui se réfère aux relations entre les élèves et le contenu du cours. Contrairement au triangle précédent, la relation d'enseignement ici est positionnée entre l'enseignant et l'élève, alors que dans le triangle pédagogique, enseigner se situe entre l'enseignant et le savoir. Enfin, nous avons la relation d'enseignement, qui se réfère aux relations entre les élèves et l'enseignant. À quoi correspondent les leviers didactiques? C'est un modèle qui se veut dynamique, car il permet d'agir en même temps sur le levier didactique et sur le levier pédagogique. En observant ce schéma, nous pouvons voir qu'il contient toujours les mêmes éléments au sommet, enseignant, élève et savoir, mais ils sont positionnés à des endroits différents. La première chose qui est importante, c'est un enseignant. Lorsqu'il se destine à donner un cours, à préparer une formation, la première chose qu'il doit faire, c'est définir ses objectifs d'apprentissage. L'enseignant doit viser quelque chose. Sa cible correspond à la flèche qui part de l'enseignant vers la visée d'apprentissage. Le savoir et l'élève se trouvent de part et d'autre de cette visée. L'objectif de l'enseignant est de rapprocher les élèves de la cible et de rapprocher le savoir de la cible, donc de réduire l'espace entre l'élève et le savoir. C'est pour cette raison
que l'on parle de modèle dynamique. L'enseignant vise la zone proximale de développement. C'est une zone dans laquelle l'apprentissage est possible si on est aidé par quelqu'un, que ce soit un enseignant ou autre. En dehors de cet espace, l'apprentissage n'est pas nécessaire. Si l'on vous donne une formation sur quelque chose que vous connaissez déjà, qu'allez-vous apprendre? Vous êtes en fait en deçà de cette zone proximale de développement. Si l'on vous donne quelque chose de beaucoup trop compliqué à faire, vous êtes aussi en dehors de cette zone et l'enseignant ne pourra pas atteindre son objectif. L'apprentissage se fait donc dans une zone dans laquelle l'apprentissage est possible. Pour atteindre cet objectif, l'enseignant actionnera deux leviers, le levier pédagogique et le levier didactique. Premier levier, le levier pédagogique. Ce sont les méthodes que l'enseignant va utiliser sans aucun lien donc avec le contenu. Un enseignant peut par exemple commencer son cours par un exposé, puis par une activité en petits groupes. Celle-ci pourrait être mise en pratique quelle que soit la discipline enseignée. La physique, les maths, le français, peu importe le contenu, l'enseignant utilise des méthodes pédagogiques pour essayer de correspondre aux étudiants, de leur faire des activités variées. Dans ce cas, l'enseignant va agir sur le levier entre l'enseignant et l'élève. Plus la méthode sera adaptée, plus l'élève se rapprochera de la visée d'enseignement. Le deuxième levier, le levier didactique. Lorsqu'un enseignant veut faire acquérir la notion de fraction à des élèves, il ne commencera pas par faire de la multiplication de fractions. Il va commencer par faire vivre ce que peut être une fraction dans la vie de tous les jours. Par exemple, en découpant des tartes. On a une séquence pédagogique qui est adaptée pour que les fractions deviennent plus compréhensibles pour l'élève. On arrivera plus tard à la multiplication de fractions. Il y a donc un travail didactique sur le savoir, sur la manière de séquencer l'apprentissage pour aller du plus simple au plus complexe. Et cela indépendamment de la méthode. Un enseignant efficace est un enseignant qui, en même temps, va agir sur les méthodes pédagogiques, sur la manière dont il s'adresse à son groupe, dont il parle à ses élèves, dont il travaille avec ses étudiants, et qui va aussi agir sur le savoir. Si l'on souhaite faire une différence entre pédagogie et didactique, nous pouvons dire que la pédagogie se focalise sur les relations entre les élèves et les enseignants, ainsi qu'entre les élèves entre eux, alors que dans la didactique, on se focalise sur les contenus et la manière dont le contenu doit être proposé par l'enseignant. Terminons cette vidéo par deux notions, celle de la transposition didactique et enfin celle de l'alignement pédagogique. La transposition didactique, c'est partir du savoir savant pour arriver au savoir appris. Il y a un certain nombre d'étapes à réaliser pour transformer le savoir savant en savoir appris. Une transformation du langage de l'expert vers le langage du novice. Ces transformations vont se découper en deux étapes. La première est celle qui va faire passer le savoir savant au savoir à enseigner, c'est-à-dire les savoirs décrits, précisés dans l'ensemble des textes officiels. Cette transposition externe conduit à la définition des programmes d'enseignement de chaque discipline scolaire. Ce travail est celui du concepteur pédagogique. La deuxième, la transposition interne, est celle qui fait passer ce savoir à enseigner au savoir réellement enseigné, c'est-à-dire ce que l'enseignant a construit et qu'il met en œuvre dans la classe. Cette transposition est celle que fait chaque enseignant dans ses classes en fonction de ses élèves et des contraintes qui lui sont imposées. Il est important de ne pas confondre la transposition didactique avec la vulgarisation scientifique qui essaye de rendre la science plus accessible, compréhensible pour le grand public, au détriment parfois de la rigueur scientifique. Qu'est-ce que l'alignement pédagogique? Une notion très importante est celle de l'alignement pédagogique. Précédemment, nous avons vu que le triangle didactique
qui était dynamique, contenait la visée d'enseignement. L'enseignant doit être aligné par rapport à son objectif. Pour l'illustrer, voici un exemple. L'objectif est que l'étudiant sera capable de sauter en parachute. L'activité pédagogique est une lecture sur le parachutisme. La stratégie d'évaluation, quant à elle, est sauter en parachute. Bien sûr, quelque chose ne fonctionne pas. Êtes-vous prêt à sauter en parachute en ayant lu des livres qui vous permettent de savoir comment sauter en parachute? Il est vrai que cela est un peu compliqué. Par rapport à notre exemple, on pourrait changer l'objectif. On pourrait dire que l'élève doit être capable de citer les 5 étapes importantes avant de sauter en parachute. On lui donne un livre dans lequel les 5 étapes importantes sont décrites. Et pour l'évaluation, il doit être capable de citer ces 5 étapes pour sauter en parachute. Les activités doivent donc être adaptées aux objectifs et l'évaluation doit être adaptée à l'objectif et aux activités. Si l'on souhaite un alignement pédagogique parfait, il faut que les 3 éléments soient cohérents. L'objectif, les activités et l'évaluation fonctionnent dans la même lignée. Pour s'assurer de la cohérence d'une formation, il suffit donc de se poser 3 questions. Que doivent savoir ou savoir faire les étudiants? Comment vont-ils s'entraîner pour pouvoir le faire? Et comment vérifier qu'ils sont capables de le faire? Plus récemment, les outils technologiques ont fait leur apparition dans l'alignement pédagogique. Il est important de pouvoir déterminer la plus-value des outils numériques en termes pédagogiques.